Le président américain est à Rome avant de participer en France aux cérémonies du débarquement. George Bush tenait à rencontrer Jean-Paul II, une audience au cours de laquelle le pape lui a demandé de normaliser la situation en Irak. À la veille du jour J et des premières commémorations, dispositifs de sécurité exceptionnels à Paris où doit dormir George Bush et puis des milliers de militaires et de policiers à pied d'œuvre en Normandie. Noël Mamère ne renonce pas, il célébrera demain à Bègles le premier mariage homosexuel en France, ne tenant pas compte de la mise en garde du procureur. Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Jacques Santini, n'abandonne pas les tricolores mais choisit l'Angleterre. Il partira à Tottenham après le début de la phase finale de l'Euro 2000. Isabelle Boulay, une voix canadienne, elle sort son 7e album, un parcours sans faute pour celle qui a conquis les Français. Madame, Monsieur, bonsoir. Première étape européenne pour George Bush. Il est à Rome pour les premières commémorations du 60e anniversaire de la Libération. Le président américain a modifié son agenda pour rencontrer le pape. Il tenait tout particulièrement à cette audience. Jean-Paul II, adversaire déclaré de la guerre en Irak, lui a demandé une normalisation rapide de la situation. Dans la rue, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans le calme contre la guerre. Gérard Grisbeck. Le sourire est un peu forcé, pourtant l'émotion est grande. Le président américain est accompagné d'Angelo Sodano, le numéro 2 du Vatican. George Bush et Jean-Paul II ont parlé seul à seul pendant un quart d'heure, puis durant plus d'une heure avec leur délégation. On sait que le pape est hostile à la politique américaine en Irak. Il l'a bien sûr rappelé à son interlocuteur, mais George Bush tenait à cette rencontre. Il a même changé son emploi du temps pour cela. Le président américain avait aussi besoin de 7 photos pour sa campagne électorale, pour allier les voix des catholiques. Et la délégation américaine, une trentaine de limousines, a découvert Rome désertée de ses habitants à la veille du week-end. Après le Vatican, George et Laura Bush ont retrouvé Silvio Berlusconi pour une cérémonie au mémorial des Fosses Ardéatines, là où en mars 1944, 335 otages des nazis ont été assassinés, parmi eux 75 juifs. Au même moment, le mouvement anti-guerre, qui aujourd'hui s'appelait Mouvement anti-Bush, défilait dans les rues de Rome sous la surveillance étroite de la police. Ils sont des dizaines de milliers venus de toute l'Italie. L'atmosphère est festive, quelquefois plus militante, mais la mobilisation est décevante. J'aime dire la vérité, c'est beaucoup moins que celle de l'année dernière. Avec cette manifestation, le peuple italien veut dire très clairement qu'il est avec les Américains, mais contre Bush. Sur la place de Venise, la police a dû subir quelques jets de bouteilles, mais rien de grave. Ceux qui prévoyaient l'apocalypse en sont pour leurs frais. Le gouvernement italien d'abord, qui ces derniers jours agitait le spectre de la violence, mais aussi le mouvement anti-guerre qui n'a pas su mobiliser lors de la venue de George Bush. George Bush qui affirme qu'il ne suffit pas de mots et de bons sentiments pour garantir la paix dans un texte qui paraîtra demain dans Ouest France. C'est demain donc que le président américain arrivera à Paris. Il passera la nuit à l'ambassade américaine. Un dispositif de très haute sécurité encadrera tout son séjour en France avec d'abord un quadrillage de la capitale et des zones inaccessibles dès cet après-midi en voiture. Le point, Emmanuel Lambert, Thierry Breton. La Seine sous très haute surveillance. Pour la première fois, à bord des vedettes de la brigade fluviale, des légionnaires, armes au poing. Depuis hier, policiers et militaires patrouillent ensemble. Leur rôle, éviter toute attaque par le fleuve lors de la visite du président Bush à Paris. Il y a déjà un contrôle au niveau de toutes les écluses qui servent à entrer dans Paris, donc avec des militaires et des policiers qui contrôlent tous les bateaux entrants ainsi que leur cargaison. Mobilisation générale au PC de la préfecture de police. Dominique de Villepin, le ministre de l'Intérieur, est venu s'assurer mercredi dernier que le dispositif était bien en place. Au total, 5000 policiers et gendarmes et 1500 militaires vont quadriller le centre-ville de Paris 24 heures sur 24. Conséquence pour les Parisiens, interdiction de manifester et contrôle renforcé dans une zone bleue allant de l'Arc de Triomphe aux Tuileries. Deuxième point sensible, le secteur de l'Elysée et de l'ambassade des États-Unis. Dès ce soir, interdiction de circuler et de stationner dans toute cette zone. Le trajet qu'empruntera George Bush demain, lui, reste secret. Il n'y a pas de crainte particulière, mais il s'agit d'un événement international de première grandeur. Et dans ce cadre-là, nous sommes amenés à prendre des précautions maximales. Et depuis 48 heures, des militaires gardent l'entrée des lieux de culte les plus sensibles. Églises, mosquées et synagogues font désormais l'objet d'une surveillance armée. Là encore, c'est une première à Paris.
En Normandie, maintenant, pour les cérémonies du 60e anniversaire du débarquement allié, rien n'a été laissé au hasard. Avec d'abord cet exercice en cas d'attaque nucléaire ou chimique, pas de simulation, mais un test de procédure. Bernard Lebrun, Jean-François Monnier. Les responsables de la sécurité en France sont les Français. Tel est le message que voulait faire passer le préfet du Calvados aux responsables de la sécurité des cérémonies. Et il a tout prévu, y compris le pire, qui pourrait être une attaque chimique, bactériologique ou radioactive pendant les commémorations. D'où cette simulation, tardive pour les uns, normale pour les autres, qui se déroulait à Caen, au centre de secours. On ne pouvait pas l'organiser plus tôt. Et on n'a pas de problème avec les Américains. Et en tous les cas, nos procédures fonctionnent. On les a déjà testées à Cambrai, sur le G8. Donc on n'a aucun problème d'efficacité de notre procédure sur le terrain pour la mise en place de ces matériels. Tenue toujours impressionnante, mais jamais facile à enfiler. Des sauveteurs en charge de la décontamination NBC pour nucléaire, bactériologique et chimique. La simulation se déroulait sous l'œil attentif de Christian Lambert, grand patron du RAID, en charge de la sécurité des 17 chefs d'État et de gouvernement invités. Même si les moyens déployés ne leur sont pas réservés. Nous prenons en compte la population et les VIP, toutes les personnes citoyennes, françaises, étrangères. Le ministre de l'Intérieur a rappelé c'est une fête, ça doit rester une fête et nous devons assurer la sécurité de tous les citoyens présents sur ce territoire. Au final, l'exercice d'entraînement prévu ce soir, en présence du préfet, a été annulé. Et les sauveteurs se sont contentés de quelques démonstrations pour les médias. Sans doute pour ne pas satisfaire la rumeur qui voudrait que la manœuvre ait eu lieu uniquement pour faire plaisir aux autorités américaines. Et sur le pied de guerre, près de 20 000 militaires et policiers répartis sur 19 sites qui assureront samedi et dimanche la sécurité des chefs d'État et de gouvernement, sans compter bien sûr les milliers de visiteurs attendus. Au plan Vigipirate qui est passé au rouge, s'ajoute une infrastructure tout à fait exceptionnelle. Julia Delage, Thierry Curté. À peine 4h30 pour sécuriser une zone de 4000 m². Munitions, colis piégés, objets suspects, les démineurs plongeurs de la sécurité civile doivent s'attendre à tout, même aux obstacles les plus inédits. Arrivés sur zone, chacun son poste, 7 plongeurs sont désignés par le chef de mission. Donc vous ferez une méthode en ligne de front, vous donnez la composition de la ligne. Jean-Luc, long du quai, acteur. Donc vous ferez attention au fond avec éventuellement les morceaux de ferraille qu'il peut y avoir. Voitures éventuellement aussi, parce que plusieurs voitures ont été retrouvées. Je rappelle juste les signes. 2 coups, partez. 3 coups, arrêtez. 4 coups, remontez. Go! L'objectif aujourd'hui, vérifier l'emplacement du yacht royal de Norvège. Mais à 8 mètres de fond, la vase est si dense qu'il faut se passer de ses yeux pour voir. En passant la main sur la vase, on essaye de faire une détection tactile pour essayer de trouver quelque chose. Et à quoi vous sentez qu'il y a quelque chose de suspect? L'expérience. C'est surtout l'expérience. À force de passer sur des munitions, même de grosses bombes, ou alors des engins qui auraient une forme Je peux me mettre en surface parce que assez prismatique, on fait de suite une attention toute particulière, on stoppe, et un de nous fait la détection manuelle, parce que visuelle, elle est impossible. En fin de matinée, mission accomplie, le navire norvégien peut accoster sans danger. Cette année, compte tenu d'une éventuelle menace terroriste, les moyens déployés pour les commémorations du débarquement sont sans précédent. À Aromanche, près de 18 000 militaires et policiers sont chargés de la sécurité. Ici, les hélicoptères de l'armée de l'air effectuent une dernière mission de reconnaissance. Dimanche, une vingtaine de chefs d'État seront présents sur le site. Le procès d'Outreau avec aujourd'hui les experts à la barre. C'est eux qui ont écouté la parole des enfants et c'est à partir de leur avis qu'ont été élaborés une partie des actes d'accusation. Des experts qui ont réaffirmé aujourd'hui le statut de victime des enfants. En revanche, leurs propos ne doivent pas être systématiquement pris au pied de la lettre. Agnès Gardet, Yasmina Farber. Malmenés, critiqués par les avocats des accusés pendant plus de 6 heures, Marie-Christine Grison et Jean-Luc Viaud, experts psychologues, ont dû défendre leur travail. Ce sont eux qui ont examiné les 4 enfants de Myriam Badaoui, principales victimes, principaux accusateurs. Concernant Jonathan, leur rapport conclut sur cette phrase. Aucun élément ne permet de penser que Jonathan invente des faits ou cherche à imputer des faits à des personnes non concernées. En clair, ils estiment que ces enfants ne sont ni mythomanes ni affabulateurs.
Une conclusion militante, gorgée de certitude, s'insurge le défenseur de l'huissier. Ces expertises-là, il faut bien que tout le monde le sache, ont pesé d'un poids déterminant dans le fait que ces 13 personnes ont été maintenues pendant 3 ans en détention. Nous, on a été mis en détention par un juge qui pensait que les enfants étaient crédibles à cause des experts. À la barre, ces experts ont tenu bon, cramponnés à leur rôle et leur mission. Nous ne sommes pas en quête d'une vérité judiciaire, c'est à la cour d'assises de la trouver, ont-ils expliqué. Personne ici ne doute du statut de victime de ces enfants qui, à l'évidence, ont subi des maltraitances dans leur cercle familial. Mais cela en fait-il les victimes d'un réseau pédophile? Un psychiatre rappelait ce matin qu'un enfant, pour protéger ses parents abuseurs, est capable d'accuser des tiers. Autrement dit, un enfant est capable de mentir. Après l'agression dimanche dernier du fils d'un rabbin à Boulogne-Billancourt, 5 jeunes ont été arrêtés et placés en garde à vue. Autre agression, celle d'un adolescent de 17 ans, un jeune de confession juive qui portait une kippa. Il a été attaqué à l'arme blanche près de son école à Épinay-sur-Seine. Il a été sérieusement touché, mais ses jours ne seraient pas en danger. Dominique de Villepin s'est rendu sur place et a condamné cette agression odieuse. Gilles Marinet, Frédéric Pasquette. L'agression a eu lieu dans cette rue d'Épinay-sur-Seine, tout près d'une école talmudique. La victime, un jeune homme de 18 ans, sortait de l'établissement, il est 15h30. Selon ses déclarations, un individu se précipite, le menace avec un couteau et le poignarde avec un tournevis en murmurant « Allah Akbar, Dieu est grand ». Plusieurs témoins le voient ensuite s'enfuir. Le blessé réussit alors à se traîner jusqu'à l'école. Il est revenu ensanglanté, a demandé de l'aide et on a alerté les autorités. On l'a emmené à l'hôpital Beaujon. Donc là, on nous dit que sa santé n'est pas, sa vie n'est pas en danger, mais qu'il est sérieusement touché. Un poumon perforé, le jeune homme est actuellement sur la table d'opération. Dominique de Villepin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu très vite sur les lieux. Quant à la sécurisation de la plupart des lieux de culte, synagogues, écoles confessionnelles, elle est sur tout le territoire tout à fait considérable. Tout à fait considérable. Depuis plusieurs mois, la communauté juive se plaint de subir insultes et violences, mais c'est la première fois qu'une telle agression se produit. La petite ville de Bègles s'attend à un grand barnum médiatique. Demain, Noël Mamère célébrera, il l'a redit aujourd'hui, le premier mariage homosexuel en France et n'a que faire des mises en garde du procureur. Quant aux futurs époux, ils n'apparaîtront qu'au moment de la cérémonie. L'affaire les dépasse. Anne Guéry, Bernard Pucesso. La mairie de Bègles se prépare comme si de rien n'était ou presque. Des barrières ici et là, c'est un périmètre de sécurité car demain il y aura du monde. Les dernières accréditations données aux journalistes, autant de signes pour faire savoir à qui en douterait que la cérémonie aura bien lieu. Dernier épisode d'un mariage à rebondissement. Les avocats du couple répondent aujourd'hui au procureur. L'un des candidats au mariage, disent-ils, réside bien à Bègles, contrairement aux affirmations hier du parquet. Il existe un document signé, ça s'appelle un bail en droit français. Il faut aussi leur apprendre également le droit immobilier peut-être, qui a été signé il y a maintenant bien plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je ne sais plus. En tout cas largement au-delà du délai prévu par la loi qui est d'1 mois avant la célébration du mariage. Et ce bail est bien signé par un des 2 futurs époux. Du coup, Noël Mamère, lui, s'indigne contre l'enquête diligentée ces derniers jours concernant l'adresse des futurs mariés. Vous avez vu, vous, quand vous vous êtes marié, je ne sais pas si vous êtes marié, des policiers qui sont venus chez vous ou qui sont venus chez votre logeuse pour savoir si vous y habitiez? Vous trouvez que c'est normal dans la France de 2004? Au lendemain du mariage, le procureur pourra intenter un recours pour l'annuler et si annulation il y a, Noël Mamère s'expose à des sanctions. Tout d'abord, des sanctions administratives, soit une suspension de ses fonctions de maire, soit une révocation. Ensuite, des sanctions financières, ou une amende de 4,50 € au civil. Au pénal, ce peut être une contravention de 1 500 €. Mais en attendant, Noël Mamère promet lui aussi d'aller jusqu'au bout, autrement dit, jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Des suites dans l'enquête sur le naufrage du chalutier breton, le Seattle Trader soupçonné d'avoir éperonné le Bucalet-Braise a été innocenté. Les analyses sur les échantillons de peinture se sont révélées négatives. Contre la hausse du prix du gasoil, les pêcheurs ont décidé de reprendre leur mouvement. 5 chalutiers bloquent le port de Sète. Leur action devrait durer, disent-ils, ce week-end. Ils menacent de l'étendre au port de plaisance de la région.
La réforme de l'assurance maladie fait l'unité des syndicats. Ils défileront demain ensemble et contre le projet de loi à Paris mais aussi en province. Les derniers préparatifs alors que le ministre de la Santé affirme que son projet est perfectible et qu'il apportera dès lundi des améliorations. Séverine Lebrun. Bon, ça sont des banderoles que nous mettrons en tête du cortège des faux. Banderoles, autocollants, tracts en tout genre, tous les accessoires d'une manifestation dans les règles de l'art. C'est l'heure des derniers préparatifs pour ces militants syndicaux bien décidés à combattre le projet de réforme de l'assurance maladie. Ah ben nous sommes sur le pied de guerre et nous espérons que nous arrivons à préserver cet héritage qu'est la sécurité sociale, cet héritage que nous ont laissé nos aînés et que nous pourrons le laisser à nos enfants. Pour autant, cette image de tous les leaders syndicaux derrière une même banderole pour défendre les retraites, vous ne la verrez pas demain. Tous les syndicats défileront, mais en ordre dispersé. Le seul point sur lequel ils soient d'accord, c'est sur la nécessité de mobiliser. Si on veut que le gouvernement revoie son texte, améliore ce qui ne va pas sur l'organisation du système et revoie le financement qui est injuste, il faut être nombreux dans la rue. Autrement, comme tout le temps, les députés décideront. Lors des discussions qui ont ponctué la préparation de la réforme, c'est surtout la question du financement qui a mécontenté les syndicats. Selon eux, c'est l'assuré qui supporte l'essentiel de l'effort. Un argument que le ministre de la Santé a toujours méthodiquement contré. C'est une réforme équitable puisque tout le monde est, je dirais, équitablement touché. Des entreprises, les retraités imposables, les actifs. Pour que la pilule passe plus facilement, le docteur Douste Blazy, en visite ce matin dans un laboratoire pharmaceutique, a promis d'adapter sa posologie. Dès lundi, il devrait proposer aux syndicats des améliorations du projet de réforme. C'est donc confirmé, le capital de la SNECMA sera pour la première fois coté en bourse le 18 juin prochain. L'État devrait conserver plus de 60% du capital de l'entreprise qui fabrique des moteurs d'avions commerciaux. Cette opération devrait rapporter aux alentours d'1,5 milliard d'euros à l'État. Au chapitre social, Michelin prévoit de supprimer sur les 3 ans à venir près de 3000 postes. Il s'agit de départs naturels et non pas de licenciements à proprement parler. Les usines de Clermont-Ferrand, de Poitiers, de Tours et Bourges sont concernées. En Chine, l'évocation de Tiananmen est interdite et c'est à Hong Kong que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont commémoré le 15e anniversaire du printemps de Pékin. Sur place, nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Photographier la réplique de la déesse de la démocratie qui trônait place Tiananmen en 89, c'était l'hommage des Chinois de Hong Kong aux victimes du printemps de Pékin. Tout un symbole à l'heure où la Chine communiste accentue son emprise sur Hong Kong. Depuis quelque temps, le pouvoir central a manifestement montré la répression sur la liberté d'expression sur Hong Kong. Les Chinois de Hong Kong estiment mener le même combat que ces étudiants de la place Tiananmen en 89 qui réclamaient la démocratie face au pouvoir communiste. Mais les blindés de l'armée chinoise ont noyé leurs espoirs dans le sang, plusieurs centaines de morts. Le pouvoir a toujours dit qu'il s'agissait de faire échec aux contre-révolutionnaires et rejeter la thèse du massacre. Alors ce 15e anniversaire a pris aujourd'hui un double sens, montrer que les Chinois n'ont pas oublié Tiananmen et que le combat pour la défense des libertés à Hong Kong ne fait que commencer. J'ai enregistré un documentaire sur les événements de Tiananmen il y a 15 ans. Et j'ai voulu que mes enfants connaissent la vérité sur la démocratie en Chine. C'est une grande douleur pour les Chinois. Et nous devons commémorer cet événement. 80 000 personnes, dont plusieurs milliers venus du continent, ont demandé que le régime chinois se démocratise et que les libertés acquises à Hong Kong soient préservées. On peut donc encore manifester à Hong Kong en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, mais progressivement, l'étau se resserre autour des associations qui organisent ce genre de cérémonie pour qu'elles renoncent à ces anniversaires. La campagne pour les européennes, un peu plus d'une semaine du scrutin. José Bové sponsorise les Verts. Il était hier soir à Montpellier. Une participation, dit-il, qui n'est pas un engagement dans la carrière politique. Hélène Hugues, Didier Rancoeur. La pipe, la moustache, c'est bien lui. José Bové n'a pas changé, toujours sans étiquette, mais pour la première fois, il affiche son soutien à un homme politique dans une campagne électorale. Je suis toujours
fidèle à moi-même, c'est-à-dire que je suis acteur dans le mouvement social, et je pense qu'il est important, en tant qu'acteur du mouvement social, d'apporter un éclairage clair dans le débat politique. Le seul meeting électoral auquel José Bové a accepté de participer, c'est celui de Gérard Onesta, tête de liste des Verts dans le Sud-Ouest, camarade de combat anti-OGM qui, comme lui, a arraché des plants de maïs transgéniques. J'ai donc arraché de mes petites mains 5 épis de GM. Les Verts sont contre la malbouffe, José Bové aussi. Les meetings des Verts se veulent animés, José Bové apprécie. Mais il soutient aussi la liste communiste en Île-de-France. Ça peut paraître surprenant de dire qu'on soutient à la fois les Verts et un candidat du Parti communiste. Mais si demain, d'autres candidats prenaient les mêmes positions, si d'autres candidats s'engageaient dans la lutte contre la logique néolibérale du traité constitutionnel, eh bien moi, ça ne me poserait pas de problème de soutenir 80% des candidats. Hier soir, c'était comme une parenthèse politique. Début juillet, José Bové repasse à l'action, une marche de faucheurs volontaires dans les champs d'OGM en Midi-Pyrénées. Quant à Jean-Marie Le Pen, il poursuit sa croisière fluviale à bord d'un paquebot 5 étoiles. À chaque escale, une conférence de presse. Arnaud Boutet et Guillaume Villard étaient à bord. Un simple fanion réglementaire, en toute discrétion, sans tambour ni trompette, le paquebot avance doucement. On l'imaginait volontiers corsaire dans cette campagne fluviale. Jean-Marie Le Pen, fils de pêcheur, joue les durs, mais pas trop. Non, cher ami, non. Je suis un marin de mer, moi je ne suis pas un marin d'eau douce, mais j'apprécie tout de même ces beaux signes-là. C'est merveilleux, n'est-ce pas? La douceur des paysages semble calmer les rivalités. Bruno Gollnisch et Jean-Marie Le Pen ne s'affrontent plus. Et pendant que l'on débat, sur le pont supérieur, le capitaine ne cache pas son admiration. J'ai écouté un peu M. Le Pen vis-à-vis de certaines conférences qu'il a parlé, et c'est vrai qu'il y a des bonnes choses qui ont été dites. Cette nuit, 14 repas. Entre Avignon et Châlons, le rythme de croisière convient aux passagers. Pas mécontents d'afficher leurs différences en profitant du soleil. C'est notre manière de faire une campagne un peu à l'américaine, si on veut. Hein. D'habitude, les gens se déplacent dans des bus. Ben, nous, on a décidé donc de se déplacer, d'avoir une manière originale, donc de faire parler de nous et d'occuper le terrain. Jean-Marie Le Pen voit peut-être haut, mais la concurrence est rude. Plusieurs listes s'affrontent sur le même programme. Les souverainistes intermittents, que sont M. Pasqua-Villiers et quelques autres, ne peuvent pas tromper les électeurs qui préféreront toujours l'original à la copie. La nuit, plus personne ne parle politique. On va attendre tout de même que les masses populaires arrivent. En costume et robe de soirée, les masses populaires, comme ils les appellent, fredonnent la vie en rose. Le message est clair, au FN tout va bien et la croisière s'amuse. Quant à Alain Juppé, c'est à Strasbourg, aux côtés d'Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand, que le président de l'UMP participait à la campagne pour les européennes. Un meeting au cours duquel Alain Juppé a redit que la France n'avait pas d'avenir en dehors de l'Europe. En Polynésie, c'est une surprise. C'est le candidat indépendantiste de l'Union pour la démocratie, Anthony Guerros, qui a été élu cette nuit président de l'Assemblée face au candidat UMP Gaston Floss, le président sortant qui dirige l'île depuis 20 ans. Gaston Floss sera candidat à sa propre succession. Les épreuves du baccalauréat commenceront la semaine prochaine. Plus de 620 000 élèves plancheront cette année, un peu moins que l'an passé. Et parmi eux, le plus jeune candidat, il a 14 ans, il est ivoirien. Evelyne Goldman, Patrice Brugère. Pour le jeune Mohamed, les équations différentielles sur les mouvements oscillatoires n'ont plus de mystère. Momo, comme l'appellent ses camarades, a rejoint en novembre dernier cette terminale S du lycée privé Massillon à Paris. Il débarquait tout juste de Côte d'Ivoire. D'abord, je suis arrivé avec 6 minutes de retard. Là, il fallait que je reprenne l'allemand et que je fasse du français. Dans cette classe, les élèves ont entre 17 et 20 ans, alors voir débarquer comme ça ce petit phénomène de 14 ans, c'était un peu irritant. Au départ, ça nous a quand même un petit peu choqués, parce qu'il a quand même une capacité intellectuelle assez élevée. Nous, on est là, on a tous fait étape par étape, et lui, non, il vient, il a sauté je ne sais pas combien de classes jusqu'à maintenant. En 6 mois, il a surmonté la plupart de ses lacunes. Il a une capacité de travail, de concentration, une volonté et une grande efficacité dans le travail qui ont fait qu'il a su progresser tout au long de l'année jusqu'à terminer premier en physique de sa classe. C'est dans ce petit studio qu'il partage avec sa sœur qu'il révise son bac. Ses parents sont restés au pays. C'est sûr que si j'ai réussi les études, ils seront fiers.
ça me donne le courage de travailler. Et du courage, il lui en faut. Pas de télévision, pas de Game Boy, pas de foot avec les copains. Momo n'a qu'une seule préoccupation, faire ses devoirs et apprendre ses leçons par cœur. Revenons aux cérémonies du débarquement. Nous serons en direct des plages de Normandie demain et dimanche autour de Daniel Bilalian. Toute la rédaction est mobilisée pour vous faire vivre ce 60e anniversaire de la Libération avec des pages spéciales dans chacune de nos éditions. Aujourd'hui à Romanche, on se prépare au jour J. Sont attendus dimanche pour la cérémonie internationale Gerhard Schröder, George Bush, Jacques Chirac, Vladimir Poutine, la reine d'Angleterre. Avant que le secteur ne soit bouclé, les touristes investissent les lieux. Nicolas Lemarinier, Édouard Perrin. À Romanche-les-Bains, petite station balnéaire de la côte normande, d'ordinaire tranquille, mais à la veille du week-end de commémoration, c'est plutôt l'agitation qui règne. Sur la plage, le spectacle est gratuit, tout le monde en profite, les médias arrivent du monde entier et les touristes aussi, ou presque. Nous on vient ici depuis 10 ans, 3 fois par an, on n'a jamais vu ça, donc on profite. Si le matériel militaire attire le regard, les vrais acteurs de la guerre sont là, eux, pour rappeler quelques évidences. Les jeunes doivent savoir ce qu'est la guerre, vraiment. Ce n'est pas du tout glamour, c'est effrayant. Les horreurs de la guerre, de nombreuses familles normandes les ont connues. Alors sur beaucoup de façades sont apparus des fanions aux couleurs du drapeau américain, en hommage aux libérateurs. Et après on va remettre du bleu ici et du rouge dans le bas. Les maisons prennent des airs de 14 juillet, on s'attendrait presque à un défilé militaire. Et tiens, puisqu'on en parle... Impossible de rater les collectionneurs qui ont littéralement envahi la région. Loin du bruit et de l'agitation reste Omaha Beach pour se recueillir. Le site est peut-être un peu moins fréquenté, mais plus pour très longtemps. Et l'hommage aux derniers vétérans, ces soldats qui, par leur bravoure, ont participé à la libération de la France. Une centaine de militaires américains de la Seconde Guerre mondiale sont arrivés aujourd'hui en France. Ils reverront la Normandie sous un autre jour. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Quand nous l'avions rencontré il y a quelques jours dans son quartier du Queens à New York, Rocco Moretto n'en revenait toujours pas. Pourquoi la France l'avait-elle donc invité? Cette France qu'il avait déjà si bien accueillie en Normandie il y a 60 ans. Les Français sont mes amis et ils le resteront toujours. Je n'écoute pas les foutaises des politiciens. Les Français m'ont toujours bien traité. Mais cette fois, la France veut lui dire merci, à lui comme à 99 autres vétérans, en les emmenant à Paris pour recevoir la Légion d'honneur, puis sur les plages de Normandie. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont tous combattu le 6 juin. Et les voilà partis pour un voyage unique, Washington-Paris, vol très spécial. Certains n'en sont pas à leur premier pèlerinage. Walter Rehmann, lui, n'était jamais revenu en France. Cette fois, il a répondu à l'invitation. J'étais officier et j'ai perdu beaucoup d'hommes ce jour-là. Je n'avais pas osé revenir jusqu'à présent, mais c'est sans doute ma dernière occasion de leur dire au revoir. Cet anniversaire sera bien plus important que tous les autres parce que tant de vétérans meurent chaque jour. Et quand nous serons tous partis, ça sera fini. Le reste appartiendra au livre d'histoire. L'hymne américain, le tapis rouge à la descente de l'avion, la réception est digne de celle d'un chef d'État. Et ce n'est qu'un début. Rocco, comme tous ses camarades, ont droit à un accueil très personnalisé dans les plus grands palaces de la capitale. Je suis vraiment très honoré d'être accueilli ici. Mais c'est vous qui nous honorez de votre présence. Vraiment, c'est réciproque. Il s'offrira même un petit tour du quartier en jeep d'époque. Il est des jours où même à 80 ans et après une nuit dans l'avion, on ne sent plus la fatigue. Ces hommes entrés dans l'histoire ont donc survécu à la plus grande opération militaire de la Seconde Guerre mondiale. Le combat héroïque de ces hommes restera à jamais dans les mémoires. Remontons le temps, nous sommes le 4 juin 1944. Daniel Wolfram. La plupart des hommes ont déjà embarqué. Les machines sont en chauffe, les chaudières fument. Près de 5000 navires de tout type, la plus grande armada jamais constituée, n'attendent qu'un signal pour quitter les quais. Dans des dizaines de ports sur la côte sud de l'Angleterre, les mêmes scènes se déroulent. Le matériel que l'on ne savait plus où entreposer est enfin à fond de cale. Dernière manœuvre, il faut prendre le moins de place possible. Les soldats sont consignés à bord, beaucoup depuis 2-3 jours.
Tous se demandent pourquoi l'on n'appareille pas, le temps est beau, le soleil généreux. Comment peuvent-ils imaginer qu'une dépression arrive et que le climat va se détériorer dans les 24 heures? Certains tuent le temps comme ils le peuvent, ou ils le peuvent. Mais à mesure qu'approche le jour J, fixé au 5 juin, le temps se gâte, l'inquiétude grandit. Le 4 juin, on annonce que les prévisions pour le lendemain sont exécrables. Nuages bas, forte mer. Eisenhower tranche alors. Le débarquement est reporté de 24 heures, pour le moins. Rude journée pour le général, commandant suprême des Alliés. Inquiet, trempé, il tente d'encourager ses hommes, il sait d'expérience comment l'incertitude peut miner le moral de ses troupes. Et si le mauvais temps persistait? On devrait tout reporter à la mi-juin, ou même en juillet, avec des conséquences imprévisibles. Le secret de l'opération éventé, le retour des troupes d'assaut. Un effet désastreux sur les 2 millions d'hommes mobilisés. Mais en pleine tempête, le 5 juin au petit matin, le groupe Captain Stagg, chef de la météo, annonce à la surprise générale une embellie, une fenêtre de 36 heures rendant possible un débarquement. Alors tous les regards se tournent vers Eisenhower en attente de sa décision. On y va? On n'y va pas? Les secondes passent et semblent durer une éternité. Pour la première fois, un chef de gouvernement allemand participera à ces cérémonies. Gerhard Schröder a accepté l'invitation de Jacques Chirac, alors qu'Helmut Kohl l'avait refusé il y a 10 ans de participer au 50e anniversaire du débarquement. En Allemagne, la présence du chancelier allemand est bien perçue par l'opinion publique, selon les derniers sondages, mais il reste quelques dubitatifs. Patrice Romden. Comme à son habitude, Gerhard Schröder était tout sourire tout à l'heure au moment d'affronter la presse. Mais comme à son habitude, il avait lu Bild. Fort de 12 millions de lecteurs, le quotidien lui mène une guerre sans merci. Question à la une aujourd'hui, pourquoi le chancelier évite-t-il le cimetière des soldats allemands? Colère contenue, réponse cinglante. Je vais donner un bon conseil à tout le monde, et notamment à l'opposition. Il ne faut pas utiliser ce qui va se passer dimanche en Normandie pour se lancer dans des querelles politiciennes mesquines. Cette affaire est trop importante, trop sensible pour être traitée comme je l'ai vu dans un journal, avec de grosses lettres. Bild se fait le relais d'une partie de l'opposition qui reproche au chancelier de ne pas se rendre ici, au cimetière militaire de la Cambre, où sont enterrés 21 000 Allemands. Seule est en effet prévue une visite au cimetière allié, où reposent les soldats de 8 pays, parmi lesquels tout de même 300 soldats de la Wehrmacht. Si l'on en croit les sondages, 16% des Allemands seulement désapprouvent cette attitude. Dès lors, Gerhard Schröder a le champ libre et beaucoup se demandent en Allemagne s'il prépare quelque chose avec Jacques Chirac. Depuis des mois, les deux hommes multiplient les démonstrations d'affection, mais aucune, à ce jour, n'a égalé la puissance de ce geste. C'était à Verdun en 84, c'était Mitterrand et Kohl, deux hommes qui avaient vécu la guerre. Le contexte électoral, c'est bientôt les européennes, n'est évidemment pas étranger aux attaques qui visent le chancelier Schröder. L'invitation qu'il s'apprête à honorer sert évidemment à ses intérêts, lui qui s'efforce de pousser son pays sur la scène internationale. À Paris, avant l'arrivée du président américain, le Parti socialiste, qui n'a pas appelé à manifester contre la politique des États-Unis en Irak, le Parti socialiste donc, a déroulé sur la façade de son siège une lettre géante reproduisant les propos de François Hollande. Un hommage à l'Amérique avec respect et reconnaissance. Le premier secrétaire demande à George Bush de revenir à l'esprit de paix qui a rassemblé contre la barbarie nazie. L'actualité sportive en tennis, on connaît depuis la fin d'après-midi les noms des deux finalistes de Roland-Garros. Il s'agit de deux Argentins, Gaston Gaudio et Guillermo Coria, qui a difficilement battu le Britannique Edman. Nathanaël Doringsa. Ça ressemble à un gros chagrin, mais c'est juste l'expression d'un grand bonheur. Sur le central de Roland-Garros, à grands coups de smash, Gaston Gaudio, ici en bas de l'écran, vient à bout de David Nalbandian, son compatriote, infatigable joueur de fond de cours, mais qui doit se faire une raison. Cet après-midi, Gaudio, modeste 44e joueur mondial, est bien le plus motivé sur le court. Après 2h30 et 3 sets d'un match à sens unique, il se qualifie pour la finale des internationaux de France et réalise le rêve de sa vie. Dans les tribunes, le dernier Argentin vainqueur à Roland-Garros, Guillermo Vilas, sait qu'il aura bientôt un successeur.
Dans l'autre demi-finale, Tim Henman n'a pas fait long feu face à Guillermo Coria. Le Britannique, adepte du service volé, fait illusion dans la première manche. Mais la suite de la rencontre tourne à l'avantage de l'Argentin, certainement le meilleur joueur du monde actuellement sur terre battue. Guillermo Coria s'impose en 4-7 dimanche pour la victoire finale. Il partira favori face à son compatriote. Coria en manche à 1, 3-6, 6-4, 6-0, 7-5. Et quand même une bonne nouvelle pour les Français à Roland-Garros. Richard Gasquet et Tatiana Golovin ont remporté la finale du tournoi en double mixte face à une équipe du Zimbabwe en 2-7, 6-3, 6-4. Le championnat d'Europe de football démarre la semaine prochaine au Portugal et l'entraîneur des Bleus, Jacques Santini, vient d'annoncer officiellement sa démission du poste de sélectionneur après la compétition en direction de l'Angleterre, le club de Tottenham. Les raisons d'un départ pas aussi inattendu que cela. Florent Gautreau, André Germain. On l'appelle déjà l'impatient anglais. Jacques Santini est arrivé ce matin avec quelques minutes d'avance, apparemment soulagé et pressé de s'expliquer sur son départ pour Tottenham. Santini a pris de vitesse le président de la fédération, mais il ne veut pas entendre parler d'un quelconque bras de fer. Il n'y a jamais eu de bras de fer. C'est vous qui en faites, je dirais, les titres, les unes, comme quand vous lisez comme moi ce matin la bombe Santini, c'est pas pour faire un effet de surprise. 140 000 € par mois, soit 3 fois son salaire actuel, voilà ce que Santini va gagner à Tottenham. Cela donne des envies de s'évader. Mais vu ses bons résultats, le sélectionneur attendait surtout une marque de confiance de ses dirigeants sous la forme d'une prolongation de contrat en vain. Du côté de la fédération, on laisse plutôt entendre que Santini était un peu trop gourmand, financièrement parlant. Ça m'a rendu triste, mais je suis un gestionnaire et je m'adapte aux circonstances. Non, mon intention n'était pas de discuter sous la pression d'abord, et puis un homme qui vous fait savoir qu'il s'en va, pourquoi le retenir à tout prix? Les joueurs sont unanimes, l'affaire Santini ne va pas les perturber. À l'heure du foot business et des transferts à sensation, il n'y a pas de place pour les états d'âme. Et je dirais même que ça nous met un petit piment supplémentaire parce que ça donne peut-être encore plus envie de faire un très très bon championnat d'Europe, puisque pour certains l'aventure s'arrêtera là. On a découvert un sélectionneur adepte du contre-pied. Santini rêve maintenant de remporter l'Euro sur le terrain pour finir en beauté. La mort de l'acteur italien Nino Manfredi, il avait tourné avec les plus grands, Ettore Scola, Dino Risi ou Vittorio De Sica. Il était le dernier représentant de la comédie italienne. Évocation avec Marie Jojoin. Je sais que le public français, c'est le plus intelligent du monde. L'ironie était sa marque de fabrique. Avec Nino Manfredi, c'est toute une génération de comiques italiens qui s'éteint. Les colonels du rire, comme ils se nommaient. Lui, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Alberto Sordi. Né en 1921 près de Rome, il avait fait ses classes au Piccolo Teatro, qu'il quitta parce qu'il voulait conjuguer le rire et l'humain au cinéma. Mais ce n'est qu'en 1971, il a 50 ans, qu'on découvre son talent incontournable, magnifique Geppetto du Pinocchio de Comencini. Suivront Pain et chocolat, Nous nous sommes tant aimés, Affreux sale et méchant, une centaine de films. Et même s'il se fit plus rare au cinéma dans les années 90, il faisait toujours le bonheur des téléspectateurs italiens dans des feuilletons télévisés. Manfredi nous a bien fait rire, voilà ce qu'Icon disait-il de lui-même. Ce pourrait être son épitaphe. La Maison Rouge est un nouveau lieu d'exposition d'art contemporain à Paris, un endroit destiné à accueillir les œuvres des collectionneurs d'art. Christophe Hérault, Bruno Géraudot. Jeter un coup d'œil par une porte entrebâillée, pénétrer en douce dans l'appartement et découvrir l'intimité d'un amateur d'art. Entre inquiétude et voyeurisme, à la Maison Rouge, on déballe les intérieurs des collectionneurs. Là où l'œuvre d'art, parfois, se cache. Que se passe-t-il entre l'atelier de l'artiste et le musée? Il se passe une multitude de choses que les gens ne connaissent pas, qui peuvent être aussi bien la collection privée, qui peuvent être l'oubli, qui peuvent être l'abandon, qui peuvent être la destruction, l'incendie. Les objets ont des vies passionnantes et extraordinaires. Le vestibule de Giuliana Settari est vide. Tableaux, sculptures, chaises, tables et cendriers ont voyagé vers l'exposition. Tout un intérieur déménagé, sans crainte. Non, je n'ai jamais peur parce qu'elles reviennent.
Et on est habitué au prêt, à avoir des œuvres dans des musées à long terme, un dépôt à long terme. Et je crois que ce nomadisme des œuvres fait partie du nomadisme de notre vie contemporaine. Mais l'exposition n'est pas un théâtre. On doit chercher du regard les œuvres. Paul Réberol s'expose aux côtés d'un design chic. Et l'avant-garde flirte avec l'art primitif. Parti de cache-cache en appartement pour partager le privilège du collectionneur. Quand on a affaire aux collectionneurs, ce sont des gens qui, il faut bien le dire, ils se promènent aussi en peignoir devant les œuvres, y compris des œuvres, des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, même s'ils sont contemporains. Et du coup, en voyant les lieux dans lesquels les œuvres sont installées, nous pouvons nous identifier un peu, mettre un peu nos pieds dans les traces des collectionneurs eux-mêmes. C'est toujours étrange de rentrer par effraction chez quelqu'un, mais une fois la porte franchie, c'est le vertige de vivre pour quelques instants dans la vie d'un collectionneur d'art contemporain. Isabelle Boulay, une voix canadienne, elle sort son 7e album, un parcours sans faute pour celle qui a conquis les Français. Marie-Hélène Bono, Abdel Zouyesh. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Un show à l'américaine. Lancement du nouvel album d'Isabelle Boulay, orchestré par la maison de disques. Une quinzaine de télévisions, des photographes, des radios ont fait le déplacement pour cette grande promo en chanson. C'est quoi une lassitude? C'est qui, quel est son nom? Si on ne s'aimait plus. Les lancements de disques au Québec, c'est toujours des événements. C'est comme une fête et la plupart des artistes, la majorité des artistes en font. Je sens qu'on s'aime moins, peut-être même qu'on s'aime plus. J'ai peur de nos mains. Elle chante quelques-uns de ses nouveaux refrains devant 1 millier d'invités privilégiés. Certaines télés sont même en direct pour les journaux du soir. Et le direct, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'est de plus en plus fréquent. Tous les événements culturels sont couverts en direct. En t'attendant, Isabelle Boulay, une voix chaude avec les mots des autres pour se raconter. Cabrel, Bruel, Rodagil, Obispo ont écrit pour elle. C'est souvent mes auteurs et mes compositeurs qui m'aident à révéler des choses que j'aurais pas pu révéler si j'avais pas eu leurs mots et le langage de la musique pour le faire. Le silence a trouvé un pays. Elle a vendu 1 million d'albums en France, mais ses racines et son premier public sont ici, dans son pays. Le public québécois m'a toujours encouragée et je pense que si j'avais que la reconnaissance du public français, mon bonheur ne serait pas complet. Isabelle Boulay sera de retour en France en octobre à l'Olympia, puis en tournée dans une quarantaine de villes. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite, le point route, Valérie Maurice, puis la météo présentée par Nathalie Riouet. 20h55, Nestor Burma avec Guy Marchand. Minuit 15, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain matin, dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra Olivier de Kersauzon. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte sur ces images de la flamme olympique qui vient d'entamer à Sydney, en Australie, son périple sur les 5 continents avant de rejoindre Athènes pour les Jeux le 13 août prochain.